Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. L'ITIE a publié son rapport 2018. Teranga Gold a racheté le projet minier de Massawa à Barrick. Le président Macky Sall décide d'annuler la centrale à charbon très controversée de Bargny. Autant d'événements survenus au Sénégal cette semaine entre le 9 et le 12 décembre. Nous allons y revenir. Nous serons également avec Nathalie Ngoubé, chercheure au département environnement du CARPEM. Ecorex, c'est tout de suite. L'entretien dans Ecorex. Abdou Sané, bonjour. Vous êtes environnementaliste, président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes. Merci d'être revenu à Ecorex, où nous avions évoqué il y a 15 jours les risques qui émanent de la centrale à charbon de Bargny et l'obligation de la fermer. Le président de la République a décidé qu'elle va être transformée en centrale à gaz. C'est le moindre mal, non? Voilà, donc je crois que la décision du président d'annuler purement et simplement la centrale à charbon est une décision à saluer. En quoi est-elle salutaire si l'idée de la transformer en centrale à gaz est confirmée? Pour la bonne et simple raison que le Sénégal, à un certain moment de l'histoire, avait affiché un certain leadership au niveau mondial dans le cadre de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Et donc ce Sénégal ne mérite pas aujourd'hui d'être indexé comme un contre-exemple en faisant la promotion de ces polluantes centrales à charbon. Beaucoup de bruit autour de cette centrale depuis plusieurs années quand même. Tout un tas de mobilisation a été vécu. Des conférences de presse ont été tenues, des dénonciations par rapport même aux partenaires techniques financiers tels que la Banque africaine de développement. Tout cela avait été mobilisé pour encore une fois convaincre les décideurs sur l'inopportunité de cette centrale à charbon. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que le combat doit cesser et que la centrale à gaz est la bonne solution? Même si jusqu'à présent on pense que la centrale à gaz est une solution, il est à aussi continuer de lutter pour montrer que c'est pas toujours la bonne option et que la bonne option c'est dans les énergies propres, les énergies renouvelables. Du point de vue de la proximité de cette centrale par rapport aux habitats, il est à craindre des risques sérieux. Vous aviez parlé de mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que ce terme vient faire ici? Mauvaise gouvernance, car l'on ne peut comprendre que la centrale à charbon, classée comme installation de première classe, puisse être si proche des habitats, alors que la loi dit clairement, pour une telle installation, la distance doit être au moins de 500 mètres entre cette installation et l'habitat. Vous continuez à soutenir que tel n'est pas le cas? Tel n'est pas le cas. C'est là aussi l'occasion de dénoncer cette mauvaise gouvernance qui consiste à faire voter des lois par l'Assemblée nationale et à ne pas les respecter et à agir autrement que par rapport à l'esprit de la loi. Vous êtes au courant des manifestations des mouvements sociaux contre la hausse de l'électricité. La centrale à gaz semble indispensable. N'oubliez pas aussi que le gaz, c'est aussi une énergie fossile, c'est une énergie qui n'est pas propre. Je crois que le gouvernement doit encore une fois, pour mériter la confiance de l'opinion internationale sur son leadership dans le domaine de l'environnement, renoncer purement et simplement à cette centrale aussi à gaz et se tourner résolument vers un engagement en adéquation avec nos engagements sur le plan international, le respect de l'accord de Paris et sa mise en œuvre de façon absolue. Merci Abdou Sané, président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes. L'entretien dans Ecorex. Nathalie Ngoubé, bonjour. Bonjour Monsieur Abdou. Vous êtes environnementaliste, chercheur au CARPEM. Comment définissez-vous la catastrophe naturelle? Selon le dictionnaire de l'environnement et du développement durable 1101, une catastrophe naturelle est un événement brutal d'origine naturelle qui entraîne des conséquences dramatiques. Elle est d'un aléa qui rencontre une vulnérabilité. Quel genre de catastrophe menace les installations minières et pétrolières? Celles qui peuvent menacer les installations minières et ou pétrolières sont les tremblements de terre, les secousses sismiques, les éboulements de terrain, les pluies diluviennes, les inondations et les tsunamis. Quand cela arrive, les conséquences sont forcément dramatiques, Nathalie Ngoubé. Les conséquences sont multiples, entre autres les pertes en vies humaines, comme ce fut le cas en décembre 2017 dans l'Est Cameroun, dans une exploitation minière artisanale où 9 personnes périssent de suite d'un éboulement de terrain. Et selon l'ONG FODER, 50 personnes ont péri des mêmes causes cette même année. La destruction des matériaux, des installations, la dégradation de notre environnement en sont également des conséquences. Justement, comment peut-on prévenir une catastrophe naturelle? Prévenir signifie prévoir, c'est-à-dire réduire et non éradiquer. Pour réduire dans les
aléas naturels, nous pouvons, entre autres, mettre sur pied des mesures de sécurité devant s'arrimer au changement climatique qui jalonne de plus en plus notre continent. Sensibiliser les industriels, les entrepreneurs, les travailleurs ainsi que les populations sur les mesures de sécurité à mettre en place en face d'accidents naturels. Sanctionner de plus en plus vertement le non-respect des études d'impact environnemental dans la mise sur pied et à tous les niveaux, c'est-à-dire exploration, exploitation et fermeture des sites miniers et ou pétroliers. Améliorer notre connaissance de notre géologie ainsi que mettre sur pied une cartographie des zones à risque. Avez-vous des exemples de mesures prises sur le plan juridique, que ce soit national, même international, pour prévenir ou encadrer les conséquences des accidents naturels? Oui, des exemples existent, comme par exemple l'existence de la Convention d'Abidjan qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest et du centre qui traite des accidents naturels, ainsi que dernièrement la mise sur pied par le Conseil international des mines et des métaux de nouvelles mesures de sécurité dans la construction des barrages, article qui se retrouve notamment dans les analyses énergétiques et contemporaines, première édition éditée par le CAPEN, qui était exposée dernièrement à Dakar Petrogras, première édition qui s'est déroulée du 3 au 5 décembre 2019. Merci beaucoup Nathalie Ngoubé. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Abdou. Je rappelle que vous êtes environnementaliste, chercheur au CARPEM, au département environnement. Teranga Gold se renforce. La multinationale qui exploite l'or à Sabodala, au sud-est du Sénégal, a racheté à Barrick son projet aurifère de Massawa. Abdou Aziz Sy rappelle les détails de la transaction. Il est le directeur général de Sabodala Gold Operation, une filiale de Teranga Gold. Nous l'écoutons. Près de 224 milliards de francs CFA, dont 300 millions de dollars seront payés cash et 80 millions de dollars seront payés en actions ordinaires de Teranga. De plus, si le prix de l'or reste au-dessus de 1450 $ l'once, il y aura un autre paiement dans 3 ans. Dans le cadre de cette transaction, Barrick deviendra notre deuxième plus grand actionnaire avec une participation au-dessus de 11% dans la société Teranga. Cette acquisition présente des avantages notamment pour Teranga Gold, Abdou Aziz Sy. Nous prévoyons commencer à extraire le minerai du projet Massawa et à le transporter par camion à notre usine de Sabodala pour le traitement au cours de la seconde moitié de 2020. La proximité immédiate des deux projets et la combinaison de l'usine de Sabodala avec le minerai à haute teneur de Massawa devrait transformer notre mine de Sabodala en un actif de premier ordre avec une teneur plus élevée et une durée de vie de la mine plus longue. L'État du Sénégal en tire aussi des bénéfices certains si on en croit à Abdou Aziz Sy. Selon nos calculs, les revenus cumulés projetés pour l'État vont atteindre les 560 millions de dollars, soit près de 330 milliards de francs CFA dans le scénario combiné, soit un peu plus de 300 millions de dollars de plus que si le projet Massawa était exploité comme projet autonome. Tout de suite maintenant, l'État va bénéficier des impôts provenant du gisement de Massawa. C'est l'autre avantage pour le gouvernement du Sénégal dans cette combinaison. On peut dire qu'avec cette fusion, la mise en production anticipée et puis les autres projets aussi qui vont venir, donc le Sénégal pourra faire autour de 500 000 onces par an, ce qui le placera quasiment dans le top 7 des producteurs aurifères en Afrique. Abdou Aziz Sy, directeur général de Sabodala Gold Operation et directeur pays de Teranga Gold. Ecorex reportage. Le projet aurifère de Massawa se situe à Kédougou, au sud-est du Sénégal. Voici ce qu'il faut savoir de ce projet avec Mamadou Diagne. Le projet Massawa a été découvert par Rand Gold Resources Limited. Il a fusionné avec Barrick le 1er janvier 2019. Le 23 juillet 2019, Barrick a volontairement déposé un rapport technique en vertu du règlement 43-100 sur l'information concernant les projets miniers sur l'étude de faisabilité du projet aurifère Massawa. L'étude de faisabilité du projet Massawa énonçait les ressources minérales et des estimations des réserves minérales au 31 décembre 2018 qui demeurent les mêmes pour Barrick. Comme les estimations des ressources minérales et des réserves minérales sont antérieures à la conclusion par Teranga de l'entente relative à l'acquisition de Massawa, Teranga les considère comme des estimations historiques selon le règlement 43-101, mais elles demeurent pertinentes en tant que dernière estimation. Massawa contient 2,6 millions d'onces de réserves minérales aurifères historiques prouvées et probables calculées à un prix de l'or
or de $1 200. Environ 80% du minerai devrait être traité par l'exciviation au carbone du minerai vierge, le reste étant traité au moyen d'un circuit BIOX. L'étude de faisabilité du projet Massawa envisageait la construction des infrastructures moyennant $333 millions. À lui seul, le projet Massawa devait produire en moyenne environ 200 000 onces d'or par année au cours des 10 premières années. Merci Mamadou Diagne. L'ITIE a publié cette semaine son rapport 2018. Nous écoutons à ce propos la présidente du comité national, le Dr Awa Marie Kolsek. Jusqu'à présent, le secteur minier est le secteur le plus important en matière de recettes et que les hydrocarbures commencent. Et nous avons l'espoir que quand nous allons exploiter notre pétrole et notre gaz, que cela aura un impact beaucoup plus important. Nous pouvons dire que les industries extractives contribuent au développement de notre pays, mais nous devons aussi dire que cette année, 122 milliards ont pu être comptabilisés comme recettes qui viennent du secteur extractif, ce qui fait à peu près 4,6% de notre budget national. Nous considérons que faire des rapports comme toutes les grandes instances annuelles, c'est un rapport qui arrive à N+1. Donc, c'est bien de les avoir parce que quand même avoir chaque année un rapport et ne pas rater une année pour le Sénégal, c'est quelque chose d'important. À l'instant, Awa Marie Kolsek, présidente du comité national ITIE. Ecorex, les rendez-vous. Publiez ce que vous payez, Cajuste et leur partenaire Oxfam effectuent une visite de terrain à Saint-Louis ce 16 décembre pour lancer la campagne sur les revenus issus du secteur extractif au Sénégal. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.